Comment guérir de façon simple et durable l'incontinence urinaire, c'est-à-dire empêcher les fuites urinaires involontaires? Ce n'est pas compliqué une fois qu'on a compris la cause et le mécanisme. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je suis le docteur Yann Polak. Comme toujours, cette vidéo s'adresse tout d'abord aux professionnels de la santé qui voudraient améliorer leurs résultats et rendre leur travail plus intéressant. Mais elle est aussi faite pour les nombreuses personnes qui souffrent d'incontinence urinaire afin de leur permettre de mieux comprendre la cause de cette maladie et surtout d'en connaître les possibilités de guérison durable. L'incontinence urinaire est une pathologie très fréquente. En France, 5% de la population, dont plus de 50% des personnes âgées, en souffrent. 3 millions de femmes sont concernées, mais beaucoup d'hommes aussi. Or, nous allons voir qu'il est tout à fait possible de guérir l'incontinence urinaire, féminine ou masculine, souvent en quelques semaines et sans rééducation, ni médicaments, ni chirurgie, car leur traitement, une fois que l'on a compris la physiopathologie, est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il n'est complexe pour la médecine classique que parce que celle-ci prend le problème à l'envers. Nous allons voir qu'il ne s'agit pas de faiblesse musculaire, mais au contraire d'une hypertonie musculaire. Pour comprendre ceci, il nous faut d'abord rappeler l'anatomie musculaire du périnée, puis la physiologie de la miction. Sur une vue d'au-dessus du bassin osseux, on voit que les ailes iliaques supportent une partie du poids des viscères, mais que la partie centrale est vide. Ce vide est comblé par les muscles, car c'est ici que se trouvent les sphincters. Parmi les muscles qui forment le périnée, nous ne citerons ici que les deux les plus importants, dont la connaissance est nécessaire et suffisante pour comprendre les incontinences urinaires et aborder leur traitement. D'abord le muscle élévateur de l'anus, anciennement appelé releveur de l'anus, d'ailleurs bien curieusement nommé car ce n'est pas du tout sa fonction. On n'en voit sur ce schéma que la moitié car c'est une coupole inversée qui à elle seule comble le vide osseux que nous avons mentionné tout à l'heure. Il supporte donc une grande partie du poids des viscères et il est aussi directement relié au sphincter externe de la vessie dont nous allons parler tout à l'heure. Ce n'est à l'évidence pas un muscle de mouvement, mais un muscle de soutien, tonique, où les fibres musculaires de type 1 dominent largement. Il s'insère en arrière sur le coccyx, en avant sur la branche pubienne et latéralement sur l'arche tendineuse du fascia pelvien. Le sphincter externe de l'anus fait aussi partie de ce muscle. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans notre vidéo sur les hémorroïdes. Chez la femme, ce muscle entoure une partie de la paroi vaginale et chez l'homme, il soutient la prostate qui est comme posée dessus. À la partie antérieure du périnée, le muscle élévateur de l'anus, d'orientation sagittale, ici en rouge, est doublé par le muscle tonique transverse du périnée, ici en bleu. Nous aurons l'occasion de reparler de ce muscle dans notre vidéo sur les pubalgies. Il s'insère de part et d'autre sur les deux branches pubiennes. Comme le muscle élévateur de l'anus, il entoure la paroi vaginale et pour ces muscles, en cas de contracture préexistante, même latente, lors de l'accouchement, le passage de l'enfant forcera donc un peu, ce qui augmentera encore la contracture de façon réflexe. Ce qui nous importe également ici, c'est que les deux muscles, élévateurs de l'anus et transverse du périnée, sont en relation étroite avec le sphincter externe de la vessie, appelé aussi rhabdosphincter de l'urètre. C'est un petit muscle strié circulaire, composé uniquement de fibres de type 1. C'est un des rares, si ce n'est le seul, muscle ayant cette composition exclusive. En effet, les autres muscles striés, ceux qui sont squelettiques, sont soit composés en majorité de fibres de type 1, soit en large majorité de fibres de type 2B, mais pas uniquement l'un ou l'autre. Nous l'avons expliqué dans nos vidéos sur les douleurs lombaires, dans celle sur le genou et celle sur la hanche par exemple. Cette structure unique du sphincter externe permet à ce muscle d'être 100% tonique, donc de rester contracté pendant fort longtemps, ce qui est heureux,
car nous allons le voir, ceci est indispensable à la continence urinaire. Sans cette composition exclusive en fibres musculaires de type 1, à contraction durable, nous n'arriverions pas à retenir longtemps nos urines une fois la vessie pleine. Du point de vue physiopathologique, signalons d'emblée que, hormis lésions neurologiques avérées, il n'existe pas de faiblesse d'un muscle tonique. Le mécanisme de l'incontinence est tout autre, comme nous allons le voir. Mais avant cela, il nous faut expliquer le fonctionnement normal de la vessie et de ses sphincters. Sur cette coupe frontale, passant par la vessie et par l'urètre, on peut voir en haut le sphincter dit interne de la vessie. C'est un muscle lisse, donc non soumis à la volonté, dont la contraction automatique permet à la vessie de se remplir, mais qui se relâche une fois la vessie pleine. Ce qui empêche alors d'uriner, c'est le sphincter externe, que l'on voit plus bas sur ce schéma, et dont nous avons dit qu'il est composé uniquement de fibres de type 1. C'est donc un muscle strié soumis à la volonté. Tant qu'on ne veut pas uriner, on le contracte. Quand on veut uriner, on cesse sa contraction. Or, nous avons déjà signalé deux choses à son propos. D'une part, qu'il ne peut pas être affaibli. Il n'y a jamais de faiblesse de ce muscle. Pour quelle raison et par quel mécanisme d'ailleurs pourrait-il être hypotonique? Et d'autre part, comme on peut le voir sur le schéma, il est en relation directe avec les muscles élévateurs de l'anus et transverses du périnée qui se rejoignent à son niveau. Or, ces muscles s'insèrent sur la structure osseuse du bassin, comme nous l'avons mentionné. Avec les différentes données que nous venons de voir, on peut maintenant facilement comprendre ce qui provoque l'incontinence urinaire et donc savoir comment la traiter. En effet, en cas de contracture d'un de ces deux muscles, élévateur ou transverse, comme la contracture est une contraction involontaire auto-entretenue de façon réflexe, le muscle est raccourci en permanence et rapproche donc ses insertions. Mais ici, les insertions latérales sont fixes. Il ne peut donc y avoir de déplacement que de la partie centrale qui s'insère sur le sphincter. Ainsi, la contracture écarte le sphincter externe qui, de ce fait, n'est donc plus étanche. C'est aussi simple que cela et surtout, c'est confirmé par le traitement de ces deux muscles car le mécanisme est facilement réversible. En n'oubliant pas que, comme d'habitude, les contractures de ces deux muscles compensent toujours des contractures post-traumatiques beaucoup plus anciennes, créées suite à des chocs d'ailleurs souvent oubliés, au niveau du cou ou des chevilles, contractures qu'il faudra donc absolument traiter. Localement, les contractures de l'élévateur ou du transverse, jusque-là souvent cliniquement latentes, peuvent se décompenser et donc être cause d'incontinence suite à une chute sur les fesses ou à un accouchement difficile. Chez l'homme, il peut aussi s'agir d'une complication d'opération de la prostate. Nous avons vu la proximité de celle-ci avec le muscle élévateur de l'anus. Donc, le traitement est simple et en général rapidement et durablement efficace. Il suffit de traiter par myothérapie les muscles pelviens ainsi que les contractures des muscles toniques du cou ou des chevilles, selon celles qui sont primaires pour chaque patient ou patiente. Les classifications classiques des incontinences urinaires n'ont donc plus aucun intérêt. Que l'incontinence urinaire soit au repos, ou à l'effort, ou au rire, ou mixte, ou classée selon l'âge, selon le sexe, etc., la cause et le mécanisme sont toujours les mêmes. Comme le disait Ockham dès le XIIIe siècle, il faut éviter de compliquer les données inutilement. La cause est donc toujours la même, et le traitement par myothérapie également. Car le traitement des contractures par myothérapie est un véritable traitement de fond. Le but ici est la guérison, c'est-à-dire l'absence complète et durable de fuite urinaire, même après l'arrêt de ce traitement de fond par myothérapie lui-même, qui n'est d'ailleurs en général pas bien long et vite efficace. Il semble donc illusoire et inutilement compliqué de vouloir guérir cette maladie de façon durable
soit en renforçant artificiellement le sphincter, alors qu'il n'est pourtant nullement affaibli, soit par la chirurgie, qui n'est ni anodine ni toujours efficace, plutôt que de traiter spécifiquement les contractures. Voilà donc pour l'essentiel. Vous trouverez plus d'informations sur la myothérapie dans mes livres disponibles sur Amazon. Pour les personnes concernées par l'incontinence urinaire, cliquez sur le lien vers l'annuaire des praticiens juste sous cette vidéo, annuaire qui vous permettra de trouver un myothérapeute compétent dans votre région. Quant au thérapeute, vous comprendrez que l'aspect théorique, bien qu'absolument indispensable, n'est bien sûr pas suffisant. Il vous faut une formation pratique qui ne peut pas s'apprendre sérieusement sur une vidéo. Je vous propose donc une formation complète au traitement des maladies dues aux contractures musculaires, c'est-à-dire non seulement toutes les douleurs de l'appareil locomoteur, mais également bien d'autres pathologies, comme bien sûr les incontinences urinaires, mais aussi les migraines et bien d'autres encore. C'est une formation réservée aux kinésithérapeutes, aux médecins et aux ostéopathes qui se fait en 3 stages de 3 jours chacun. Et afin de pouvoir m'occuper au mieux de chacun, je ne forme que des petits groupes de moins de 10 personnes. Pour trouver les renseignements sur cette formation, ainsi que les prochaines dates, cliquez sur le lien qui se trouve juste sous cette vidéo. Donc, si vous êtes kinésithérapeute, médecin ou ostéopathe, et que notre façon d'aborder les pathologies de l'appareil locomoteur ou l'incontinence urinaire vous parle, j'espère avoir le plaisir de faire votre connaissance lors de mes formations pratiques. Au revoir.